Un jour, tous les crabes ont disparu. Les gens ont cherché dans les mers, les océans, les lacs, les rivières, les forêts tropicales. Pas un seul crabe vivant, seulement de vieilles carapaces. Les crabes muent plusieurs fois au cours de leur vie. Leur corps continue de grandir, mais pas leur enveloppe. Alors ils se débarrassent de leurs vieux costumes et se cachent. Ils attendent que leurs nouvelles carapaces grandissent. Mais pourquoi tous les crabes ont-ils tous mué le même jour? Où se cachent-ils? 6 mois plus tard, super, dit un vieux pêcheur, et il tire sur sa canne à pêche. Il est sur son bateau en train d'attraper des poissons dans l'Atlantique. La canne n'a pas bougé depuis 1 heure, mais quelque chose de gros vient de se prendre à son hameçon. Le pêcheur tire sur la canne à pêche de toutes ses forces. Puis la joie sur son visage fait place à la peur. Une pince de crabe géante sort de l'eau et coupe le fil de pêche. Une deuxième pince surgit et casse le bateau en deux d'un seul coup. À ce moment, un cargo passe dans les environs et fait fuir le monstre. Des marins hissent le pêcheur sur le pont de leur bateau et ils regardent par-dessus bord. Un énorme crabe, de la taille d'une voiture, nage autour d'eux. Sa pince sort à nouveau et s'accroche à la coque métallique du navire. Le grincement du métal est assourdissant. Le capitaine ordonne de passer à pleine vitesse et, d'un coup, la pince colossale du crabe se détache. Le bateau navigue vers le rivage. La marée est mystérieusement basse. Une étrange vibration se fait sentir sur le rivage. Le sable commence à s'effondrer sur lui-même et des trous apparaissent. Des crabes monstrueux en sortent en rampant. Il y en a des centaines, des milliers, et ils se dirigent tous vers l'eau. C'est la panique. Les gens fuient en hurlant. Des gens filment cet affolement général et les vidéos deviennent virales. Mais il ne s'agit pas d'un événement isolé. Ces monstres surgissent aux 4 coins du monde. Et personne ne sait pourquoi. Les crabes creusent des terriers pour muer. Dans les profondeurs du sable, ils sont protégés des prédateurs et du mauvais temps. Cette fois, quelque chose de bizarre s'est produit. Ils se sont cachés beaucoup plus profondément que d'habitude, ce qui leur a donné plus de temps pour grandir. Pendant 6 mois, ils sont restés dans leur trou, dans l'attente de leur nouvelle carapace. Maintenant, ils sont dehors et ils ne veulent qu'une chose, de la nourriture. La plupart des crabes mangent des poissons, vivants ou non, des escargots et même d'autres crabes, tout ce qui se met en travers de leur chemin. Ils adorent se battre et sont naturellement agressifs. Mais maintenant qu'ils sont énormes, les petits coquillages et les algues ne leur suffisent plus. De gros poissons seraient parfaits, mais ils sont impossibles à attraper pour les crabes qui ne sont pas bons nageurs. Par contre, à terre, ils se déplacent plutôt rapidement. Les gros poissons n'ont pas de souci à se faire, mais peut-on en dire autant des autres créatures? Le lendemain, des milliers d'yeux apparaissent à la surface de l'eau, semblables à des périscopes. Les crabes ont une excellente vision. Ils peuvent repérer une proie de très loin. Leurs yeux peuvent faire la différence entre les maisons et les objets en mouvement, les voitures et les gens. Des milliers de paires de pinces pointues et acérées sortent de l'eau et se dirigent vers la ville. C'est le chaos dans la rue. Les crabes courent partout, coupent les poteaux électriques, renversent les voitures et brisent les vitres. Les gens se précipitent vers une ruelle. Un crabe leur coupe la route. Il regarde ses proies, mais la ruelle est bien trop étroite. Les gens sont en sécurité. Ou peut-être pas. Le crabe pivote sur le côté, puis se glisse dans l'allée. Il a faim et fait claquer ses pinces. Les gens sont bloqués de tous les côtés. Il y a des crabes partout. La seule issue est vers le haut. Les gens se ruent vers l'escalier de secours qui mène au toit. Les crabes essaient de les suivre, mais tout ce à quoi ils s'accrochent, les arbres, même l'escalier de secours en métal, s'effondrent sous leur énorme poids. Les crabes restent en bas, les yeux levés, affamés. Du haut du toit, les gens regardent les monstres détruire la ville. La plupart des humains se sont terrés chez eux, mais cela n'arrête pas les arthropodes. Ils démolissent les portes et les murs. La population entière doit se rassembler sur les toits, et l'aide ne peut maintenant que venir du ciel. Enfin, les hélicoptères arrivent pour évacuer tout le monde. Les énormes crabes causent d'énormes problèmes sur l'île Christmas. Celle-ci se trouve entre l'Indonésie et l'Australie. Ses habitants font leurs valises, se dirigent vers la jetée et s'en vont. Ils ont peur et ne savent pas à quoi s'attendre. Une fois le dernier humain parti, le calme revient sur l'île. Plus un crabe ne se montre. Que se passe-t-il? Le ciel s'est couvert et il commence à pleuvoir abondamment. Dès que la première goutte touche le sol, une petite vibration se propage sur les terres. La forêt tropicale au centre de l'île commence à changer de forme. Les arbres tombent et la terre tremble. Mais il ne s'agit pas d'un séisme, c'est pire. Des crabes rouges gigantesques commencent à apparaître.
Pas des centaines, pas des milliers, mais des dizaines de millions. Ces crabes migrent chaque année de la forêt tropicale vers la côte de l'océan Indien pour se reproduire. Même quand leur taille est normale, leur multitude couvre les routes. On dirait un long fleuve rouge. La migration dure environ 3 semaines. Mais à présent, devenus énormes, ils couvrent presque la moitié de l'île. Ils abattent les arbres, démolissent les voitures, les maisons, tout sur leur passage. Puis, juste comme ça, ils disparaissent dans l'océan Indien. On dirait qu'un typhon est passé sur l'île. Des chasseurs de crabes apparaissent partout dans le monde. Ils capturent les monstres et les apprivoisent. Mais non, ces crustacés ne deviennent pas des animaux de compagnie. Plus on descend, plus ils deviennent flippants. Tu es sur le point d'aller dans les profondeurs les plus sombres de l'océan et de vérifier si cette affirmation est vraie. Les créatures qui vivent ici sont elles aussi effrayantes que les gens le pensent. Tu descends à 40 mètres sous l'eau. Fais bien attention à ce qui se passe sous tes palmes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce visage terrifiant à moitié caché dans le sable? C'est l'uranoscope. Tu peux rencontrer ce poisson dans l'est des États-Unis. Il s'enfouit dans le sable jusqu'à ce que des proies insouciantes s'approchent de lui. Ensuite, cette créature cauchemardesque lui inflige un choc électrique et, ma foi, dîne avec. Tu descends plus profondément jusqu'à 70 mètres sous la surface. C'est là que tu aperçois une créature colorée et toute bouffie qui ne mesure pas plus de 30 cm de long. C'est le Neoclinus blanchardi. Au début, le poisson semble être inoffensif. Ah, ok, mais seulement si on ne le provoque pas. Quand cet animal est agité, il ouvre son énorme bouche pour repousser les prédateurs. Cette tactique de défense est un spectacle à la fois surprenant et effrayant. Heureusement, ce poisson ne représente aucune menace pour les gens. La créature que tu vois ensuite peut confortablement vivre dans des eaux peu profondes. Mais toi, tu la rencontres à une profondeur de 300 mètres. Tu n'as même pas besoin de te demander pourquoi on appelle cet animal l'étoile fragile de Game of Thrones. Contrairement aux étoiles de mer qui rampent lentement sur le fond marin, cette créature se déplace rapidement. Elle agite ses bras longs et flexibles pour se rendre du point A au point B. Son corps est protégé par une coquille dure en carbonate de calcium. On connaît aussi ces créatures sous le nom d'étoiles serpentines. Elles sont minuscules et se logent facilement dans les recoins, les fissures et les petites crevasses des rochers. À une profondeur de 600 mètres, on rencontre le calamar géant. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'une créature de légende plutôt que d'un véritable animal. Le calmar géant a été filmé pour la première fois en 2001 et il est vraiment aussi gros que son nom l'indique. Les yeux de la créature font la taille d'un ballon de football et le calamar lui-même peut peser jusqu'à 270 kg. À près de 900 mètres de profondeur, un autre horrible animal te fait peur. Il est un peu rouge et plutôt petit, il ne dépasse pas les 30 cm de long. Lorsque tu t'approches de la créature, elle semble plutôt docile, ou peut-être simplement indifférente. Le vampire des abysses, c'est le nom de la bestiole, ressemble à un parapluie avec des tentacules. Il ne produit même pas d'encre, alors laisse-le tranquille. Peu après, à une profondeur de 1000 mètres, tu rencontres le scalélet féroce. Cette créature est un parasite. Il s'attache aux gros poissons, aux dauphins, aux baleines et parfois même aux humains. Puis, à l'aide de ses dents aiguisées et bien rangées, il arrache des morceaux de viande de la taille d'un biscuit. Ce vilain animal ne dépasse pas les 51 cm et vit dans la zone crépusculaire de l'océan. À une profondeur de 1000 mètres, la lumière devient une chose rare et précieuse. Les animaux qui vivent aussi loin de la surface doivent développer des caractéristiques inhabituelles pour survivre. C'est ainsi que le poisson revenant a fini par avoir une tête transparente et 2 yeux super sensibles en forme de tonneau. À l'heure actuelle, et comme toujours, ils sont pointés vers le haut, ce qui permet au poisson de voir ses proies potentielles. Donc, toi aussi. À près de 1200 mètres sous la surface, tu vois quelque chose de mou et de flasque. Le blobfish n'a ni squelette ni muscles. Sa chair gélatineuse permet à cette créature de survivre à une pression d'eau incroyable. Malgré son apparence, le blobfish est un prédateur de type embuscade. Il reste généralement complètement immobile au fond de l'eau et attend le passage de proies insouciantes. Tu vas encore un peu plus profond et tu repères une créature qui a l'air particulièrement épouvantable. Le requin lutin sent la proie avec son museau. Les terrifiantes mâchoires de la créature sont attachées à des ligaments élastiques. Lorsqu'un animal s'approche trop près, le requin catapulte sa bouche vers l'avant pour l'attraper.
Si ta bouche pouvait faire pareil, tu serais capable de manger des choses qui pendent à 18 cm de ton visage. Waouh! Si on continue à descendre, à 1500 mètres, tu remarques un autre membre de la famille des requins. Le requin à collerette ressemble à une anguille en pleine croissance. Mais ses branchies sont bordées d'une frange rouge sur les bords, d'où son nom. La bouche terrifiante de cette créature comporte 25 rangées de dents pointues, orientées vers l'arrière, soit 300 au total. Le requin préfère planer dans l'eau pour attendre que sa proie s'approche, puis il fonce dessus comme un serpent. Soudain, tu vois quelque chose qui brille comme une ampoule électrique, mais après t'être approché, tu recules avec horreur. La créature ressemble à une espèce d'anguille améliorée, dotée de dents énormes. C'est le dragon à écailles qui peut vivre à une profondeur de 1800 mètres. Les processus chimiques qui se déroulent à l'intérieur du corps de ce poisson produisent une étrange lueur rouge. Cette lueur est utilisée pour communiquer avec d'autres poissons. À la même profondeur, 1800 mètres, tu rencontres un autre habitant des profondeurs dont la caractéristique la plus marquante est son énorme bouche. Bon, voilà comment ça commence. Tu es réveillé par un bruit étrange, mais ce n'est pas ton réveil. Il est 5 heures du matin. Après quelques secondes, tu réalises que le son étrange est un coup contre la fenêtre. Mais tu vis au 12e étage. Qui ou quoi pourrait bien frapper? Les laveurs de carreaux? Tu vis dans un immeuble d'habitation ordinaire, pas dans un gratte-ciel avec des bureaux. Les coups sont de plus en plus forts. Tu prends ton courage à deux mains et tu te diriges vers la fenêtre. Tu saisis le rideau et tu le tires brusquement de côté. Ce que tu vois est fantastique. Il y a des petits poissons volants ou flottants à l'extérieur de ta fenêtre. Des milliers d'entre eux. Un banc de sardines qui s'élève directement vers le ciel. Quelques-unes d'entre elles cognent ta fenêtre en passant. Il y a tellement de sardines que tu ne peux pas voir ce qui se passe dehors. Mais quand le dernier poisson passe, le panorama complet s'ouvre à toi. Des poissons, petits et grands, volent entre les maisons. Les pieuvres se déplacent dans les airs avec leurs tentacules. Une énorme baleine dérive lentement vers l'horizon. Au-dessus du toit d'une maison voisine, 2 requins chassent 4 otaries. Un voisin te fait signe, il tient une canne à pêche par la fenêtre et attend que le poisson morde. Un banc, non, une nuée de dauphins passe devant ta fenêtre. Il siffle gaiement comme s'il te saluait. Qu'est-ce qui se passe? Tu allumes la télé. Toutes les chaînes diffusent la même chose. Les créatures marines de la Terre ont appris à voler, à quitter l'océan et à rejoindre les airs. Tous les vols dans le monde sont annulés. Et les bateaux de pêche sont immobilisés dans les mers, les océans, les lacs et les rivières. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Tu t'habilles et tu vas dehors. Les tortues de mer rampent sur le sol, elles frissonnent, battent des nageoires et s'élèvent dans les airs. Un troupeau de crevettes passe devant toi. L'océan a-t-il perdu sa gravité? Qu'est-il arrivé à toute l'eau? Tu vis dans une ville portuaire près de la mer, alors tu décides d'aller sur la côte. Tu atteins la rive et tu vois que l'eau est calme. La gravité semble intacte, mais les créatures marines continuent à s'envoler dans le ciel. 6 mois plus tard, les gens s'habituent progressivement à un nouveau phénomène naturel. Les poissons occupent la plus grande partie du ciel. Certaines créatures marines pénètrent dans les couches intermédiaires de l'atmosphère. Les petits oiseaux ont presque disparu depuis la présence de poissons prédateurs dans le ciel. Mais les oiseaux de proie qui chassent les poissons ont pris du poids. Ils ont tellement mangé qu'ils ne peuvent plus voler. Les goélands, les albatros, les pélicans et les aigles peuvent à peine supporter leur propre poids. Les avions ont cessé de voler. Et les voyages en bateau ont été multipliés. L'écosystème mondial est en train de subir un changement complet. L'océan devient sans vie. Le nombre de bactéries, de microbes et de divers nutriments présents dans l'eau s'est déplacé dans l'air. Les gens tombent plus souvent malades et dans certaines régions, il devient difficile de respirer. Lorsqu'il pleut, des millions de crevettes et de petits poissons tombent sur le sol avec l'eau. De nombreux mammifères prédateurs qui se nourrissaient de poissons commencent à mourir de faim. Ils sortent sur les routes et dans les villes pour trouver de la nourriture. Les scientifiques font des recherches sur les créatures volantes et découvrent qu'elles ont modifié d'une manière ou d'une autre la structure de leurs poumons. Mais on ne sait toujours pas comment les poissons ont acquis la capacité de voler. Il semble que la nature ait simplement décidé de propulser les gens hors de leur environnement habituel. Les pêcheurs construisent des ballons pour pêcher dans le ciel. Certains athlètes lancent un lasso sur des baleines volantes et les montent comme d'énormes chevaux. Bien que l'atterrissage puisse être difficile, des créatures qui auparavant ne nageaient que dans les profondeurs de l'océan s'installent à haute altitude.
Les chercheurs découvrent de nouvelles espèces de poissons jusqu'alors inconnues. Des profondeurs de l'océan, une pieuvre géante s'est élevée dans les airs. Beaucoup l'appellent le kraken. Ce monstre a trouvé un nouveau foyer juste au sommet du mont Everest. Maintenant, tout le monde a peur d'escalader cette montagne. Les créatures des eaux les plus profondes atteignent l'espace. Sur l'ISS, les astronautes observent le passage d'animaux étonnants. Ils ressemblent à des extraterrestres venus d'autres planètes, mais sûrement pas de la Terre. Dans certaines régions, les requins descendent vers le sol pour se nourrir. Dans ces endroits, les gens ont peur de sortir. Les compagnies de pêche achètent d'énormes Boeing et y attachent des filets pour attraper des poissons dans les airs. Mais les vols ne sont pas sûrs, surtout lorsqu'une baleine apparaît soudainement sur leur chemin. Un portail étincelant se ferme derrière ton dos. Un guide souriant t'accueille. Certes, tu n'es pas la première personne à voyager entre les mondes, mais un voyage pareil reste toujours quelque chose d'extraordinaire. À première vue, l'endroit n'est pas si différent du tien. Les mêmes personnes, les mêmes transports et une architecture similaire. Alors pourquoi ton ami t'a-t-il juré que ce serait le voyage de ta vie? Ton agent de voyage t'a dit que la ville que tu allais visiter était au bord de la mer. C'est pourquoi tu demandes à ton guide si tu peux passer un peu de temps près de l'océan. Il te lance un drôle de regard, mais il est d'accord. La journée est belle, ensoleillée et chaude. Il est tout à fait naturel de se déshabiller pour prendre le soleil. Au bout d'un moment, tu te lèves pour aller te baigner dans les vagues. Mais ton guide t'attrape par le bras. Son emprise est étonnamment forte et son visage anxieux. Non, c'est déjà assez risqué de venir sur la plage et de rester si près de l'eau. Et maintenant tu vas mettre ta vie en danger, crie-t-il. Hein? C'est tout ce que tu peux répondre. Il doit y avoir un malentendu. Qu'est-ce qui est si dangereux sur cette plage? Les courants dérivants? Le guide se calme tout à coup. Ne me dis pas que tu ne sais pas pourquoi les gens de ton monde voyagent ici. Tu secoues la tête et l'homme se met à rire. Quand il a fini de rigoler, il redevient sérieux et marmonne. Ok, je vais te montrer quelque chose que tu ne pourras pas oublier. Jamais. Allons-y. Tu marches le long de la plage en gardant un espace plus que suffisant entre toi et l'eau. Ce qui te surprend et t'inquiète le plus, c'est le silence sinistre. Le seul son que tu peux entendre est celui des vagues qui frappent le rivage. Pas d'enfants qui crient, pas de surfeurs sur leurs planches, pas de pêcheurs qui attendent une bonne prise. Ton guide ralentit et tu vois un petit port. Pour une raison mystérieuse, il est séparé du grand large par une épaisse clôture métallique avec d'énormes portes. Toi et ton guide vous dirigez vers un grand bateau, ou plutôt un navire. Tu te demandes combien de personnes vont se joindre à nous pour cette excursion? Il n'y a que nous deux et l'équipage, répond ton guide. Dans notre monde, il est trop dangereux de prendre la mer sur un petit navire. Et en effet, tu ne vois aucun bateau de pêche ou yacht à proximité. Tu suis ton guide en bas et tu vois une grande cabine avec un plancher en verre. N'hésite pas à marcher sur le verre, il est super épais et littéralement incassable. Le bateau se met à vibrer et s'éloigne du rivage. Tu regardes passer le fond rocheux, les coraux et les bancs de poissons colorés. L'eau sous le bateau s'assombrit. Tout à coup, ton guide murmure « Le voilà !» La créature est énorme, plus longue qu'un semi-remorque et presque aussi longue que le navire sur lequel tu te trouves. Son corps ressemble à celui d'un varan, mais il est plus long et plus aérodynamique. Cela rend l'animal plus doué pour la nage. Ses membres sont courts avec des doigts palmés. Il possède également une large gueule sur laquelle se trouve une grande plaque triangulaire. En nageant, la créature garde un corps rigide pour réduire la traînée dans l'eau. La seule chose qui bouge, c'est sa puissante queue. Dès que tu parviens à maîtriser ta voix, tu cries « Un dino !» Non, ton guide n'est pas d'accord. C'est un mosasaure. Ce ne sont pas des dinosaures. Ces créatures sont des reptiles. Tu dois déjà avoir vu leurs proches parents dans ton monde, les serpents et les varans. Le mosasaure que tu vois est l'une des plus grandes espèces, et elles sont assez rares. Il existe de nombreuses déclinaisons de ces reptiles, et le plus petit mesure 1 mètre de long. La longueur moyenne est de 4 mètres maximum. Mais il y a toujours de gros spécimens, c'est pourquoi nous devons construire des navires aussi grands et robustes. Un seul coup de queue de cette bête, et un navire plus petit serait cassé en deux. Le mosasaure, tu as encore du mal à y croire, nage sous ton bateau pendant un certain temps et remonte ensuite à la surface. Ton guide répond à la question que tu te poses. Les mosasaures ont besoin d'air, c'est pourquoi ils remontent régulièrement pour en prendre. C'est la raison pour laquelle ils préfèrent les eaux côtières peu profondes. La créature revient. Cette fois, tu as de la chance de voir ses mâchoires.
Chacune est remplie de 2 rangées supplémentaires de dents triangulaires. Derrière elle, tu vois sa langue et... Attends, elle est vraiment fourchue? Dans l'ensemble, la bouche de la créature ressemble à celle d'un serpent, y compris les dents. Elles sont également recourbées vers l'arrière pour ne pas laisser les proies s'échapper. Ton guide choisit ce moment pour commencer à te parler de cette créature si géniale. Les mosasaures ont évolué il y a environ 100 millions d'années, mais 34 millions d'années plus tard, quelque chose a mal tourné, mais ils n'ont pas disparu comme c'est arrivé dans ton monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nos océans sont très différents des tiens. Les poissons et les mammifères de nos océans ont développé des caractéristiques particulières qui leur permettent d'éviter les mosasaures.